Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble nos sources sur la vie d'un homme en apparence tout à fait ordinaire. Son nom, c'est Emmanuel. Et vous allez voir, son parcours est une véritable cartographie des cycles de dévastation et de reconstruction du XXe siècle. C'est une histoire de résilience pure, viscérale. Pourquoi c'est si important de se plonger là-dedans aujourd'hui ? Eh bien, dans notre époque pleine d'incertitudes, ça nous rappelle une chose fondamentale. On a cette capacité incroyable à tout rebâtir, même quand nos propres fondations s'effondrent. Nos documents s'ouvrent sur cette citation que je trouve particulièrement frappante. Il est des vies discrètes qui traversent le siècle sans éclat, mais dont la trace demeure. Ça donne immédiatement le ton, n'est-ce pas ? On ne va pas analyser le profil d'un chef d'État ou d'un grand général, non. On va retracer l'histoire d'une endurance silencieuse, celle de quelqu'un qui encaisse les vagues géantes de l'histoire sans jamais lâcher prise. Première étape de notre parcours, les cicatrices de la guerre. On est en 1915, en plein cauchemar. Les sources nous décrivent Emmanuel, un jeune soldat d'origine espagnole, au milieu de l'horreur absolue du chemin des dames. Les chiffres font froid dans le dos. Sur 140 hommes au départ de l'assaut, il n'en reste que 14 debout, quelques heures plus tard. 14 ! Frappé par l'artillerie, Emmanuel est littéralement rafistolé, recousu à la hâte avec du fil de crin de cheval, là, au milieu de la boue glaciale. C'est le point de départ de notre récit. La première fois que son corps et sa vie volent en éclats et qu'il est forcé de se reconstruire. Et le contraste est brutal. On passe du chaos, du vacarme et de la boue meurtrière des tranchées au silence gris et stérile d'un hôpital parisien bondé du côté de Saint-Denis. C'est là qu'un capitaine, sans doute épuisé, s'approche de son lit et lui lâche que bon, être en vie, c'est déjà ça pour l'instant. Sa survie physique est actée, d'accord, mais la vraie question maintenant, c'est comment on reconstruit une vie civile normale après avoir vécu ça. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, fissures et fuites. Alors, à quoi ressemble le quotidien d'Emmanuel dans ce monde d'après-guerre ? Eh bien, c'est lourd, très lourd. Il se tue à la tâche à l'usine Alstom avec ses mains cailleuses, tout en subissant l'angoisse permanente de la pauvreté et du rationnement pour nourrir ses jeunes enfants. Et surtout, il y a la tragédie qui se joue à la maison. Sa femme, Claire, sombre peu à peu dans un alcoolisme destructeur. Les sources décrivent une atmosphère qui devient rapidement toxique, étouffante. La fondation familiale est littéralement en train de se fissurer de toutes parts. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette chronologie, on remarque quelque chose de fascinant. Ces allers-retours géographiques entre la France et l'Algérie, ce n'est pas juste du voyage, c'est la carte émotionnelle de ces exils et de ces renaissances. À chaque fois qu'il y a un effondrement, il y a ce besoin viscéral de chercher un nouveau refuge, de tout recommencer à zéro. Une vraie trajectoire de phénix. Troisième partie, renaissance à la Casbah. Voyant sa famille s'effondrer et ses enfants en souffrir, Emmanuel prend une décision agonisante. Il part en Algérie, laissant Claire derrière lui. Et là, le changement de décor est total. Fini le froid et la pluie glaciale de la région parisienne. Il plonge dans l'effervescence de la Casbah d'Alger. De la lumière vibrante, du bruit, l'odeur des épices. C'est un déracinement radical, oui, mais c'était le seul moyen pour que les enfants puissent enfin recommencer à respirer. Et le plus beau, c'est qu'il ne se contente pas de survivre. Dans les années 30, la Casbah est un carrefour incroyable de solidarité. S'imprégnant de cette énergie, Emmanuel utilise ses mains abîmées pour retaper un vieil atelier de menuiserie abandonné et crée la Maison des Trois Portes. Ce n'est pas juste un commerce laitier, c'est un point de ralliement joyeux pour le quartier. Les enfants viennent y lire, y chanter, y guérir. Ça nous prouve que la reconstruction, c'est un travail d'équipe, un effort communautaire. Mais l'histoire a parfois un sens de l'ironie assez cruel. Un matin, sans prévenir, le désastre. Un tramway déraille et pulvérise littéralement la façade de la boutique dans un fracas absolu. Les livres, la farine, ces 3 fameuses portes, tout est réduit en un tas de bois et de poussière. En une fraction de seconde, des années d'efforts communautaires sont rayées de la carte, laissant Emmanuel debout au milieu des ruines fumantes de sa deuxième vie. C'est exactement là que la magie de la résilience humaine opère. De ces décombres émerge Thérèse, qu'on surnommait localement la sorcière de la rue bleue. Elle lui attrape la main et lui lance cette vérité qui fait l'effet d'un électrochoc. Les murs, ça se reconstruit. Mais toi, il faut te relever tout de suite, sinon plus rien ne se relèvera. C'est d'une puissance absolue. À quoi bon reconstruire des briques si la personne à l'intérieur s'est effondrée ? Quatrième partie, un retour au foyer. Galvanisé par Thérèse, qui l'épouse d'ailleurs peu après, Emmanuel prend une décision audacieuse. Il faut retourner en France pour reprendre la maison laissée derrière lui. Et là, il faut se retrousser les manches. Il retrouve une maison délabrée, pleine de poussière et de mauvaises herbes, où son fils aîné Alfred a même commencé à fabriquer des matelas dans une pièce. Il frotte les murs jaunis, chasse les fantômes du passé, et Emmanuel retourne affronter les heures épuisantes et le métal brûlant de l'usine Alstom. C'est une reconstruction domestique pièce par pièce. 5e chapitre, l'ombre de l'occupation. À peine ont-ils eu le temps de s'installer que boum, 1939. La macro-histoire frappe à nouveau et les replonge dans le chaos.
Face à l'occupation allemande et aux tickets de rationnement étouffants, le quotidien redevient une question de survie pure. Imaginez un peu l'effort. Emmanuel et sa fille Marie qui pédalent comme des dératés sur près de 100 km. Leur but ? Aller faire de la contrebande de farine, d'œufs et de saindoux depuis un château près de Chartres où travaille Alfred. C'est une routine dangereuse, épuisante, mais absolument vitale. Et puis, la tension retombe enfin. Août 1944, l'air de Paris devient électrique. Malgré quelques coups de feu soudains, les drapeaux tricolores cachés depuis des années sortent de nulle part et on entend le grondement libérateur des chars du général Leclerc. C'est la fin du cauchemar de la guerre. Ce qui nous mène à notre 6e et dernière partie, la paix en Algérie. L'Europe est libérée, mais Emmanuel réalise que son véritable sanctuaire, lui, se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Ils vendent la maison de Paris et prennent le bateau, le fameux Kairouan. Et écoutez bien cette anecdote magnifique tirée de nos sources. En cherchant un terrain à Alger, Emmanuel raconte son histoire à un vieil homme sous un arbre. Profondément ému par tout ce parcours, le vieil homme accepte de lui vendre un superbe lopin de terre en lui disant simplement « Ce sera un honneur de vous avoir pour voisin ». Une magnifique reconnaissance de sa droiture. Et c'est là que ces mains calleuses vont bâtir, pour la toute dernière fois, un refuge modeste mais parfait. 2 pièces bien solides, une immense terrasse tournée vers la mer, et il plante un figuier pour Thérèse. Ce figuier, c'est le symbole ultime de cette histoire. Après des décennies de bruit, de ferraille, de bombes et de ruines, voilà enfin le silence, l'enracinement et la paix véritable. Pour refermer notre exploration de ces documents, une question cruciale s'impose. Quelle force invisible faut-il à l'intérieur de soi pour traverser un siècle broyé par la guerre, se relever des cendres encore et encore, et réussir à forger un héritage si beau et si paisible à l'ombre d'un figuier ? C'est toute la leçon de ces vies discrètes. Elles nous prouvent de manière éclatante que l'esprit humain possède cette faculté inouïe de s'obstiner, de se reconstruire et finalement de fleurir.